Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV. Avant de commencer cette émission, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, ça prend 3 secondes, un petit clic et vous allez recevoir toutes les semaines du nouveau contenu, une nouvelle interview, un nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benoît Rousseau, orthoptiste expérimenté et responsable aujourd'hui de la formation continue chez Point Vision. Bonjour Benoît. Bonjour, Et merci d'être avec nous. merci de l'invitation. T'as pris le train ce matin très tôt, tu m'as dit. Oui, ça pique un Mais peu, quand on aime, on compte pas. ça doit être ça. Bon, alors merci d'être là. « 900 opticiens font confiance à Lilléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Lilléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Lilléou, devenez un acteur de la santé visuelle. On va parler de ton parcours, on va parler d'orthopsie, on va parler d'opticien bien sûr, et de rapport entre les trois hauts. C'est un petit peu le fil rouge de cette interview. Déjà pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, et qu'est-ce qui t'a conduit à choisir cette profession? Donc je suis orthoptiste, je suis diplômé depuis 1989, donc c'est pas d'aujourd'hui. Je suis ce que j'appelle aujourd'hui un vieil orthoptiste, avec un parcours où j'ose dire que j'ai à peu près tout fait. J'ai eu un cabinet libéral pendant une douzaine d'années à Fontainebleau. En parallèle, je travaillais dans un hôpital parisien dans lequel je suis resté près d'une trentaine d'années. J'ai eu quelques expériences après mon cabinet. J'ai été salarié d'un ophtalmologiste qui était l'un des premiers à faire du travail aidé dans les années 90-2000. Et puis donc depuis 4 ans, j'ai rejoint le groupe Point Vision, premier groupement de cabinets d'ophtalmologie en France, pour faire en fait ce qui est mon fil conducteur depuis un certain nombre d'années, c'est de la formation continue. Transmettre, c'est ce que je fais dans plein de milieux, mais en particulier dans le milieu de l'orthopsie, puisque depuis une vingtaine d'années, je suis chargé d'enseignement dans un certain nombre de facs. J'ai fait de la formation continue au sein de l'Association française d'orthoptique, et donc maintenant, c'est mon activité quasi exclusive chez Point Vision. Quand tu décides de partir sur ce parcours-là, alors on parle de ça il y a quelques années bien sûr, mais pourquoi tu veux faire orthoptiste? Pourquoi je veux faire orthoptiste? Alors, je suis d'une génération où souvent l'orthopsie n'est pas nécessairement une vocation première. Aujourd'hui, quand on voit ceux qui rentrent en première année, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont des bacheliers. En 87, 88, 89 et même un peu avant, il était relativement rare, même si dans ma promotion, j'ai au moins une amie qui a fait ça en première intention. On avait tous eu des parcours. La plupart, on avait fait 1 ou 2 années de médecine. Moi, j'ai jamais fait médecine. Trop feignant, très certainement. Après le bac, ce qui m'intéressait, c'était l'optique. Je voulais être astronome, parce que je faisais de l'astronomie en amateur. C'est finalement un peu un hasard. C'est un peu hasard. Alors, c'est un hasard un peu dirigé quand même, parce que j'aimais véritablement l'optique, et que c'est la seule matière, je me suis inscrit en fac de sciences, et c'est la seule matière sur laquelle j'avais véritablement bossé. Comme la fac, ça n'a pas fondamentalement fonctionné, je me suis orienté là-bas, et en fait, j'avais fait la rééducation orthoptique quand j'étais adolescent. Donc, ça a été une orientation à peu près naturelle, et je me suis lancé dans une aventure qui continue encore aujourd'hui. En 98, la France est championne du monde, et toi, tu crées orthopsie.net. Pourquoi? Aucun lien de cause à effet. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Alors, et surtout l'évolution de ce site, parce qu'il existe toujours. Replaçons-nous dans le contexte, 98, le début de l'Internet. J'ai un accès à Internet depuis 1994. Le petit modem Wanadoo. Voilà, Wanadoo. Mon numéro d'abonné, c'était 1006 chez Wanadoo. Donc, on est au début de ça. Et à l'époque, je travaille avec une personne qui a énormément compté dans mon parcours professionnel, qui est le docteur Jean-Bernard Weiss, savant fou de l'ophtalmologie et de l'orthopsie. Et Bernard était entre autres un pionnier de l'informatique. Et c'est lui qui, un jour, dans une réunion professionnelle, non pas me fait découvrir l'Internet, mais me dit pourquoi vous ne créez pas un site sur l'orthopsie, il n'y en a pas. Et je l'ai pris au mot, j'ai créé ce truc-là. Alors, il y a très certainement, si on faisait un petit peu de psychologie de comptoir, il y a certainement une volonté de laisser une trace, d'exister un peu beaucoup dans la profession. Tout à l'heure, on parlait de transmettre. J'ai une autre notion qui est importante, c'est servir. Et je me suis dit que c'était utile. Donc, j'ai créé ce site. Alors, avec les moyens de l'époque. C'est-à-dire que j'ai même appris, à l'époque, il n'y avait pas d'éditeur de site internet. Donc, j'ai même appris le langage HTML à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'éditeurs. Quand on voit le site aujourd'hui, alors il existe toujours. D'abord parce que ça continue à m'intéresser. Ensuite parce que j'ai cru comprendre qu'il était utile à la profession. Et aussi parce que ça continue à m'amuser. Et l'un des principes d'orthopsie.net depuis le début, c'est que les services, ils sont gratuits. Il y a quoi dessus alors? Il y a de l'information professionnelle, donc toute la réglementation concernant la profession d'orthoptiste. Il y a des annonces de congrès, donc un calendrier et le produit phare, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont les petites annonces toutes les semaines depuis 1998, ou presque. Peut-être que j'ai commencé en 99, mes archives ne remontent pas jusque-là. Je publie toutes les semaines des annonces qui sont... C'est le acuité.fr des orthoptistes, quoi. Voilà. Il y a entre 40 et 50 annonces dont les 9 dixièmes sont des offres d'emploi. Tu fais ça tout seul? Tout seul. D'accord. Tu dors?
Parce que là, attends, on parle d'un truc, mais t'as d'autres choses qui vont arriver. Mais Oui, ouais. alors je pense qu'avec l'âge, je dors de moins en moins. Mais oui, j'arrive à organiser ma vie. C'est pas toujours très facile, Bien mais sûr. voilà, c'est une question d'organisation. Aujourd'hui, tu es responsable de la formation continue d'un gros groupe qu'on connaît tous qui s'appelle Point Vision. Qu'est-ce qui t'a amené à ce rôle? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, aujourd'hui dans ton boulot? C'est quoi tes principales missions? Qu'est-ce qui m'a amené dans ce rôle? J'étais formateur ailleurs. J'ai la prétention de croire qu'ils sont venus me chercher, ce qui est un peu vrai. Ouais, ça se peut. Et je le dois à un certain nombre de personnes qui travaillent chez Point Vision ici, en particulier à un garçon qui a été mon étudiant à la fac, qui s'appelle Ivo Trinta, qui est aujourd'hui le directeur des relations scientifiques chez Point Vision et qui, depuis quelques années, avant que je ne sois embauché, essayait de me faire venir. Il y a aussi Anne-Karine Goissen, qui est orthoptiste aussi, et qui s'occupe du recrutement. Et à eux deux, ils ont réussi à démontrer aux responsables de l'époque du groupe Point Vision que j'avais de l'intérêt. Alors, ça consiste en quoi être responsable de la formation continue? Ça consiste à monter des sessions de formation continue. La formation continue, c'est une obligation dans toutes les professions de santé. Le groupe Point Vision, c'est 60 centres, c'est 250 médecins sous contrat, c'est 350 orthoptistes et à peu près le même nombre de secrétaires. Donc, c'est du personnel qu'il faut former. Il faut former tout ce monde. Il faut former tout ce monde-là. Et comme dans beaucoup d'entreprises médicales, la formation continue est souvent... quand vous êtes libéral, c'est pas très difficile de faire de la formation continue. Quand vous êtes salarié, c'est souvent, et j'ai été hospitalier pendant un certain temps, c'est souvent un peu la galère. Non pas que l'employeur ne veuille pas ou qu'il n'y ait pas d'offre, mais s'organiser est assez difficile. Donc le groupe Point Vision, avant même que j'arrive, avait dans les différentes structures qui le composent un organisme de formation continue qui s'appelle OPV Formation et qui est agréé, qui a toutes les certifications. Donc dans le cadre d'OPV Formation, on propose aux salariés, rien ne nous empêche un jour de l'ouvrir à l'extérieur, mais pour le moment c'est exclusivement aux salariés, des sessions de formation continue qui sont à la fois des sessions classiques, on réunit les gens sur un thème, mais aussi, on va appeler ça des webinaires internes. Et puis, une bonne partie de mon travail consiste aussi à aller sur le terrain, à la fois pour faire de l'intégration formation, et aussi pour faire, alors ce que j'appelle pompeusement des audits, c'est de l'accompagnement du personnel médical et paramédical. Tu as une équipe ou tu formes tout seul? Je forme tout seul. J'ai des relais sur place. On a des orthoptistes référents et des secrétaires référentes d'ailleurs. Et puis, l'idée, c'est effectivement, progressivement, d'avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. D'abord parce que je suis seul, je suis pas unique, mais je suis seul, et que aller se balader dans 60 centres, et plus, puisqu'on continue à se développer. Pas le don d'ubiquité. Non. J'ai fait une synthèse pour mon N+1 à la fin de l'année dernière. J'étais en déplacement plus de 150 jours sur l'année 2024. C'est un peu fatigant. Donc on essaye progressivement de me faire intervenir non plus comme formateur principal, mais pour structurer la formation. On vient de recruter en interne un orthoptiste qui continue à travailler dans un centre, qui est référent d'un centre, mais qui va s'occuper aussi de formation dans le domaine de la formation et information sur la chirurgie réfractive en particulier. On va parler de la relation des professionnels de santé qui composent notre filière. Comment tu perçois la relation entre les orthoptistes, les ophtalmologistes, les opticiens? Quel est le point fort de cette relation et qu'est-ce qui est encore perfectible? Qu'est-ce qu'on peut améliorer selon toi? Alors d'abord, je voudrais préciser que je suis aussi membre du conseil d'administration du syndicat national autonome des orthoptistes, mais que là, je m'exprime à titre personnel. Ma parole n'engage pas le CNAO. Oui. Alors, les relations entre les trois os. L'énorme avantage de ma barbe blanche et de mon âge, c'est d'avoir vu les choses évoluer. Fin des années 90, début des années 2000, c'est une période presque révolutionnaire où les ophtalmologistes proposent un fameux travail aidé, dont on n'a toujours pas trouvé un bon terme d'ailleurs. Et les relations ont évolué. Est-ce qu'elles sont bonnes aujourd'hui? Je pense qu'elles n'ont jamais été aussi bonnes aujourd'hui, alors que c'était un petit peu plus tendu ces derniers temps. Bien entendu, dans chaque groupe professionnel, il y a des gens un peu excessifs ou extrémistes qui revendiquent beaucoup ou pas beaucoup d'ailleurs. Ce qui est certain, c'est que compte tenu de nos effectifs à ces trois professions, on ne fera pas l'économie de travailler ensemble. C'est pas possible. Alors il faut bien entendu définir de manière claire le rôle de chacun. On peut tourner le problème dans tous les sens. On peut pas bosser sans les ophtalmos. Il reste un point central. Non, mais c'est parfois l'impression qu'on peut leur donner. Toi, tu dis, ils ont l'impression qu'on voudrait un jour se passer d'eux? Certains peuvent le penser. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive, ça? Leur démontrer qu'on est compétent, discuter, travailler. Alors je pense que là, depuis un certain nombre d'années, on se parle bien. Il y a toujours eu des moments un peu tendus. Le dernier en date, c'est lorsque les orthoptistes ont obtenu la primo-prescription. Je pense que ça a été mal expliqué et mal compris par un certain nombre. D'un point de vue réglementaire, quels que soient les actes qui sont délégués à une profession paramédicale, ça ne retire pas à la profession délégante cette compétence. Au moment de l'arrivée de la primo-prescription, j'ai eu l'impression de revenir 25 ans en arrière. Et il y a eu, de la part d'un certain nombre d'ophtalmologistes, et certainement pas ceux les plus concernés d'ailleurs, une levée de bouclier. D'un seul coup, c'est une cure de jouvence. J'ai eu l'impression de revenir 25 ans en arrière, où on était d'un seul coup à nouveau décrits comme... tranchés, on était des gens incompétents. D'accord. On était des gens incompétents, qui n'étaient à peine compétents
que pour faire la rééducation avec une bouboule et une barre de prisme. Il y avait besoin de vous, et puis d'un coup, vous avez eu un peu de droit, et du coup, c'est... Oula. Donc, pour revenir à la question initiale, oui, je pense qu'aujourd'hui, l'entente, si elle n'est pas cordiale, elle est bonne. Et après, il y a beaucoup de choses qui doivent continuer à évoluer dans les compétences et dans la réglementation pour chacune des professions. Et en communiquant, bien entendu. Et si, je suis en train de penser à quelque chose qui n'était pas prévu, mais j'ai fait un tour de France à la rencontre des opticiens. Et si on crée un tour de France des 3 hauts, où on fait quelques dates, où on essaie de se réunir, juste pour se réunir, pour se dire, on discute, on explique, on parle, on boit un coup. Ça a une utilité, selon toi ? Alors pour boire un coup, oui, très certainement. Ouais. Après, je pense que les syndicats sont assez... D'abord, c'est leur rôle de réunir tout le monde et je pense qu'ils le font. Ce genre d'initiative serait certainement agréable et sympathique. Mais en fait, on s'aperçoit, quand on est sur le terrain, les dissensions politiques, les difficultés qu'on peut avoir et qui sont... réel. Hein. Il y a quand même des points d'opposition. Sur le plan local, en règle générale, l'entente est plutôt bonne. Oui. Elle est même plutôt très bonne. En fait, la problématique aujourd'hui dans un pays comme le nôtre, c'est qu'on peut avoir des initiatives locales, des initiatives privées. À un moment donné, les pouvoirs publics nous disent « Ok, vous êtes qui pour nous proposer des trucs ?» Historiquement, il n'y a toujours eu qu'un seul syndicat chez les orthoptistes, le CNAO, qui existe depuis quasiment la création de la profession, donc dans les fins des années 50, début des années 60. Quand en 99, les ophtalmologistes ont proposé la délégation de tâches aux orthoptistes, une frange non négligeable de la profession d'orthoptiste n'y était pas véritablement favorable. Certains orthoptistes, dont je faisais partie, se sont dit non, on va pas refuser ce truc-là, comme au poker, je paye pour voir. Et on a commencé à avoir un certain nombre d'initiatives. Mais à un moment donné, les pouvoirs publics nous ont dit vous êtes bien sympathiques, mais vous êtes qui ? Donc on a créé un deuxième syndicat. Et ce deuxième syndicat a vécu pendant quelques années. J'ai la faiblesse de penser qu'il a servi à quelque chose. Et d'ailleurs, le précédent président du syndicat des orthoptistes, Laurent Milstein, l'a dit il n'y a pas très longtemps dans une vidéo. Les initiatives privées, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Ça permet d'échanger. Mais si on veut faire véritablement bouger les choses, c'est au sein des organismes représentatifs que ça ne peut que fonctionner. J'entends. En 2022, vous obtenez le droit de faire de la primo-prescription pour des patients entre 16 et 42 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de travailler ? Alors, je ne sais pas si ça a changé. Alors, d'abord, comme tous les changements réglementaires, ça prend du temps. Encore une fois, je vais parler de passé, mais lorsque les orthoptistes ont obtenu le droit de faire des champs visuels, donc ça doit remonter fin des années 80, début des années 90, tout le monde se marrait en disant mais de toute manière les orthoptistes n'achèteront jamais de champs visuels, ils n'en feront pas plus que ça en dehors de l'hôpital parce qu'ils n'auront pas les moyens. Le fait d'avoir obtenu le droit de le faire et le fait d'avoir une cotation fait qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de cabinets d'orthoptie qui n'ont pas un champ visuel, sauf s'ils travaillent avec des ophtalmologistes qui eux sont ceinture noire 28e dan en glaucome. Oui. Ça prend un peu de temps. Le renouvellement adaptation qui a précédé la primo-prescription a pour but de faciliter, et non pas encore une fois de remplacer les possibilités déjà existantes, de faciliter l'accès à la délivrance d'une paire de lunettes. Ça modifie. Aujourd'hui, il y a des cabinets d'orthoptie, il y a des orthoptistes qui s'installent pour faire non pas exclusivement ceci, mais pour faire principalement ceci. Est-ce que ça change de manière radicale la manière dont nos concitoyens peuvent bénéficier d'une ordonnance de lunettes? Aujourd'hui, je ne pense pas énormément. Réinvite-moi dans 5-6 ans. Pour voir l'évolution à ce moment-là. Voilà. Mais je veux dire par là, il n'y a pas eu un bouleversement en se disant on va passer de faire de la rééducation à d'un coup tout le monde fait ça, quoi. Ouais, c'est ça la question. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors en plus, je me bats sur un point. L'orthoptiste, historiquement, c'est un rééducateur. Oui. Mais depuis 25, 30 ans, notre décret de compétence, qui est certainement le décret de profession paramédicale qui a le plus évolué dans un laps de temps aussi court. C'est toujours très difficile d'expliquer c'est quoi orthoptiste. Et je donne des cours dans un certain nombre de facs et j'ai tout un discours sur la facilité, c'est dire le kiné des yeux. Je supporte pas ce terme-là et j'ai l'habitude de dire qu'on définit pas une profession par rapport à une autre. Ah oui, le boulanger n'est pas l'épicier du pain, l'orthoptiste n'est pas le kiné des yeux. Mais après, faire une définition courte de ce que c'est que l'orthopsie, qu'est-ce que c'est que l'orthoptiste et qu'est-ce que c'est que l'orthopsie, c'est beaucoup plus difficile. Le texte réglementaire dit que l'orthoptiste il rééduque, réadapte et explore la vision et non plus la vision binoculaire. Donc oui, nous sommes encore des rééducateurs, c'est encore un pan non négligeable de notre activité, mais pas que. Et depuis 25 ans, peut-être un peu plus, ça a évolué et dans les cabinets d'orthopsie aujourd'hui, je parle même pas dans les cabinets d'ophtalmologie où on travaille comme salarié, mais dans les cabinets d'ophtalmologie, il n'y a pas exclusivement un synoptophore, une barre de prisme et des stéréogrammes. Il y a des éléments d'exploration, il y a beaucoup de cabinets qui sont équipés de têtes de rêve et les changements vont mettre du temps
non pas à être approprié par les professionnels, mais à être approprié par le public. Il y a une nécessité de communication, Bien sûr. mais ça va Oui, ça venir. va se faire. Mais du coup, on peut simplement dire aussi que vous êtes déjà, avant tout, un maillon de la chaîne de la santé visuelle. Oui. Bah, ça, On- déjà, ça on- me paraît c'est- déjà être le- vague, mais important de le Le, préciser, le quoi. terme chaîne et maillon me plaît bien. Non, Ouais. c'est tout à fait ça. On va parler de l'évolution et de l'émergence des nouvelles technologies comme la téléophtalmologie, la téléexpertise. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que ça impacte? Comment tu vois l'évolution de tout ça? D'abord, il ne faut pas refuser le progrès. Toute société qui s'interdirait d'intégrer des nouvelles technologies serait vouée à l'échec. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Il est indéniable qu'il y a des zones du territoire où il est encore difficile d'avoir des rendez-vous avec l'ophtalmologiste, même si... Merci le développement des cabinets de groupe, merci les travaux du syndicat national des ophtalmologistes à ce sujet-là. Les délais ont quand même largement diminué et dans beaucoup de zones en France aujourd'hui, c'est quand même assez... C'est assez bien maillé chez vous, comme le territoire? Quand tu dis Sur chez nous... 60 centres? Oui, oui, il y a encore des terra incognita, mais les zones où on a peu d'installations, ça reste l'ouest de la France, la Bretagne, le centre, le reste c'est plutôt pas mal. Pour revenir à la téléconsultation, aux téléexpertises, j'ai aujourd'hui un avis personnel un petit peu mitigé. Pourquoi? Parce que c'est pas tant le fait d'avoir de l'outillage qu'on installe chez un orthoptiste, qu'on installe chez un opticien, avec soit l'orthoptiste, soit l'opticien qui fait tourner l'appareillage à distance ou sur place. Je voudrais rappeler d'ailleurs que, sans faire l'apologie de mon employeur, on a chez Point Vision des orthoptistes qui font de la téléréfraction, ils sont chez eux et dans le cabinet Point Vision, il y a des têtes de rêve qui sont connectées. Mais le patient est physiquement dans le cabinet d'ophtalmologie et le patient, s'il y a un problème, voit immédiatement l'ophtalmologiste qui est à la porte d'à Pour côté. toi, c'est ça. Et la problématique de la téléconsultation, c'est l'accès au médecin en cas de problème. Alors bien sûr que 80% des patients viennent pour une perte de lunettes et non pas de pathologie. Et d'ailleurs, on est censé ne même pas les recevoir s'ils ont un certain nombre de pathologies. Mais la problématique, elle est là. Si je fais de la téléréfraction, si je suis en Bretagne et que le médecin qui lit est à Massy-Palaiseau en Essonne, qu'est-ce que je fais de mon patient? Et la problématique, elle est là. Et aujourd'hui, que ce soit les cabinets d'ophtalmologie, que ce soit les cabinets d'orthopsie, ils sont installés à peu près dans la même zone. Les opticiens sont un petit peu plus diffusé sur le territoire, mais la problématique, c'est qu'est-ce que je fais de mon patient? Aujourd'hui, c'est ça qui bloque. C'est un peu ce que dit le SNOF également, c'est attention à ce point-là. Et toi, tu penses que ça va évoluer comment? Si on se revoit dans 5 ans, comme on a dit. Je pense qu'il va encore une fois, il y en aura. C'est le début. C'est Là, le début. c'est que- Et puis, comme souvent, ça va se développer. Et puis, il va y avoir des branches qui vont être coupées parce que ça ne fonctionne pas. C'est quand même un investissement relativement Bien lourd sûr. pour ceux qui rentrent Pour la là-dedans. téléophtalmologie, hein, Ouais. pas pour la La téléexpertise, qui non, est totalement c'est encore autre différent. chose. Mais la téléophtalmologie, ça coûte cher. Il faut qu'il y ait une rentabilité. Et donc, je pense que ça sera un élément en plus. Mais encore une fois, ça ne remplacera pas. Très bien. On va parler de l'opticien. Le métier d'opticien évolue évidemment. Comment toi, tu perçois l'évolution de ce métier de ton spectre? On est 3 hauts, il ne faut pas faire l'économie du 3e ou du 2e haut qui est celui de l'opticien. Après, je pense que tout ce que les orthoptistes ont obtenu ces 25-30 dernières années est lié aussi à une évolution parfois difficile de la réglementation et surtout de la formation. Et si aujourd'hui les orthoptistes ont un droit de prescription certes limité, on est la première profession paramédicale à avoir un accès direct. Les professions paramédicales historiquement travaillent sur prescription médicale. Nous, on a depuis, que ce soit avec le renouvellement et l'adaptation des lunettes et surtout avec le dépistage des enfants, on a un accès direct. Toutes ces évolutions réglementaires, elles ont suivi une refonte du programme d'enseignement universitaire. Et que les opticiens savent bien faire un certain nombre de choses. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas revendiquer une évolution de leurs compétences dans le domaine qui pourrait être partagé, du dépistage, même si ça peut être limité. Il faut d'abord que les études soient réformées, réingénierées, comme on dit, dans les ministères. Il faudrait que le BTS, enfin du moins le diplôme qui est initial, soit un grade de licence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On en entend parler depuis des années. Hein. La formation en orthopsie, le seul programme d'enseignement, date de 1966. Et ce programme n'a pas évolué officiellement jusqu'en 2014. Ah. Alors, oui, ça donc, ne en fait, veut pas dire que dans le contenu des formations, il n'y avait pas eu d'évolution, mais ça a mis beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le programme actuel, c'est 2014. On parle déjà d'une réingénierie, parce que, bien entendu, il faudrait modifier des choses à l'aune des nouvelles réglementations. Je ne pense pas qu'on soit prioritaire dans les ministères, mais je pense que la priorité, c'est la réforme et la Mais réorganisation pourquoi des ça études dans évolue pas l'opticien. dans l'optique? Pourquoi vous avez réussi, vous? On a mis quand même... Ouais, mais nous aussi, hein, on c'est a mis- 70, je crois, Ouais, la ouais. réforme du BTS. L'une des qualités ou défauts de la profession d'orthoptiste, c'est que d'abord, on était une profession à petit effectif. Quand j'ai été diplômé, on ne devait pas dépasser les 3000. À mon avis, on devait à peine dépasser les 2000. Aujourd'hui, on est 6500.
Dans quelques années, on forme 450 à 500 orthoptistes par an. Donc on va atteindre allègrement les 7000, les 8000. Puis après, je pense que ça va peut-être 10 000, mais ça va stagner. On n'a qu'un seul syndicat. Donc les pouvoirs publics n'ont qu'un seul interlocuteur. Alors ça fait un peu partie unique, mais au moins ça facilite la discussion. Et les ophtalmologistes, c'est la même chose. Ils ont un syndicat. Ça condense les demandes, voilà. ça évite Il y a d'avoir un double discours. interlocuteur. Je crois que chez les opticiens, il y a plusieurs organismes et qui ont parfois des discours communs, mais aussi il peut y avoir des discours qui peuvent être divergents. Et que ça, ma modeste expérience des ministères, ils n'aiment pas trop. Enfin, du moins, ça facilite pas l'avancée des... Voire ils en jouent. Voire ils en jouent. Tu penses qu'un jour, l'opticien, avec les réformes, on a bien compris, aura accès à la prime de prescription? On l'a obtenu. Pourquoi les opticiens ne l'obtiendraient pas? Je pense qu'en disant ça, je ne traduis pas l'opinion majoritaire dans ma profession, mais moi, ça me choque pas. Très honnêtement, à partir du moment où on me retire pas quelque chose en tant que professionnel. Oui. C'est pas ou l'un ou l'autre. Voilà, c'était la grande crainte dans les années 90. Certaines personnes voulaient cantonner la profession d'orthoptiste aux manières de Bouboule et aux dresseurs de lions dans une cage. Nous, aujourd'hui, on a obtenu un certain nombre de choses qu'on ne nous retirera pas, Bien sûr. qu'on peut partager. Encore une fois, on est 6500, on sera bientôt peut-être un jour 10 000. Donc moi, ça me choquerait pas plus que ça que les opticiens obtiennent d'autres droits. Avec quelles compétences supplémentaires? Principalement dans tout ce qui concerne la pathologie. Ce qu'on nous a reproché, de manière fausse d'ailleurs, c'est notre manque de connaissances. Enfin, encore une fois, faire du dépistage, c'est pas se prendre pour un médecin. C'est être en mesure de dire, celui-là, il doit aller voir tout de suite un médecin, et celui-là, il peut attendre un petit peu pour aller voir un médecin. Et je pense que ce qui fait la qualité de l'orthoptiste, c'est justement sa formation universitaire et clinique, qui fait que au bout de 3 ans, il est en mesure, dans certains domaines de pathologie, avoir un rôle d'aiguilleur. Et je pense que si la profession d'opticien veut évoluer dans ce sens-là, j'avais entendu parler d'opticien de santé, des choses comme ça, c'est certainement dans ce domaine-là qu'il va falloir faire des progrès. D'ailleurs, la semaine dernière, on a interviewé Thierry Caillard. On peut retrouver l'interview qui est, je pense, un exemple de mise en relation des trois. Oui, c'est un exemple parfait. C'est à retrouver sur Optimist TV, juste avant toi, tu vois, c'est la semaine qui vient de passer. Avec l'essor des gros centres comme Point Vision, qu'est-ce qui a changé dans la relation avec le patient? Est-ce qu'on le prend en charge plus rapidement? Vous avez du matériel plus poussé? On entend souvent, il y avait un super matériel chez Point Vision, mais est-ce que du coup c'est plus l'usine? Évidemment, c'est les ressentis des clients, donc c'est pour démystifier tout ça. Comment tu vois le changement du parcours de soins? Encore une fois, le fondateur l'un des 3 fondateurs de Point Vision, François Pollen, qui a créé le groupe avec Patrice Poutz et Raphaël Schnitzer, François était ophtalmo. François n'a pas inventé le travail aidé, il l'a juste rationalisé. Les mauvaises langues diraient industrialisé, mais c'est une évolution qui était naturelle et normale. L'énorme problème dans un cabinet d'ophtalmologie, que ça soit chez mon employeur comme ailleurs, la problématique c'est la dilution de la personnalité. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'effort, et ça fait partie aussi de la politique de formation du groupe, si on ne fait pas l'effort d'identifier les intervenants, de se présenter aux patients, d'expliquer ce que l'on va faire. Oui, alors dans ces cas-là, ça va avoir une impression et d'usinage de la chose. Qu'est-ce que ça a apporté ce genre d'activité? Bon, d'abord, c'était la motivation première, c'est l'accès aux soins ophtalmologiques. Et clairement, il est rare que dans un cabinet, dans un centre Point Vision, il y ait des délais qui dépassent le mois. Et on prend toutes les urgences. C'est énorme. Les gens, les patients, comment ils ressentent? C'est à eux qu'il faudrait poser la question, parce que moi, quand j'y vais, j'ai une vision qui est certainement biaisée. Il faut faire attention à la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de patients qui disent c'est super. Je suis passé. Et d'ailleurs, il y a eu certaines dérives dans certains. Alors, c'est tout le problème du terme centre. Un centre Point Vision, c'est un cabinet d'ophtalmologie libéral indépendant. Le modèle a été copié, le propre même de tous les créateurs, et le modèle a aussi été parasité ou du moins perverti. C'est pas parce qu'on fait une multitude d'examens avec des machines dernier cri qu'on fait nécessairement de la bonne médecine. La médecine, c'est le médecin qui le fait. Les patients sont la plupart du temps heureux parce qu'ils sortent avec un échange avec des professionnels de santé et la plupart du temps avec un diagnostic ou une ordonnance. Avant de conclure, je voulais savoir de quoi tu es le plus fier dans ton parcours? Très honnêtement, je pense que orthopsie.net, c'est une petite fierté. Il est très agréable pour mon ego, quand je croise des orthoptistes, des consoeurs, des confrères, il y en a beaucoup qui me disent j'ai trouvé du boulot grâce à ton site. Forcément, c'est valorisant. Alors c'est facile d'être premier quand on est tout seul. Ma fierté, c'est plus que le site en lui-même, c'est la pérennité du site. Alors parfois on me demande qu'est-ce qui va se passer quand tu partiras à la retraite, parce que ça va pas tarder, j'ai encore quelques années. Je suis pas certain d'avoir envie de me pérenniser. Je veux dire par là que le site en lui-même,
Ouais, ça serait bien que quelqu'un le reprenne. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle des réseaux sociaux, c'est véritablement le site internet? On n'en a pas parlé, mais je gère aussi avec un ami qui est orthoptiste en Nouvelle-Calédonie, je gère un groupe de discussion professionnelle qui s'appelle Deux Yeux. On est plus de 6000 sur ce groupe. Il est sur un vieux réseau social qui s'appelle Facebook. Qui permet des échanges. Qui permet des échanges. Alors à la fois des cas cliniques, comme, des râleries parce que le patient me casse les pieds. Mais le jour où j'arrête, d'abord j'ai fait la promesse aux gens autour de moi, mais je me fais la promesse à moi aussi qu'on me verra plus. Je veux pas être le vieil orthoptiste crouton qu'on ressort à chaque congrès qui raconte sa vie. T'as beaucoup de recul sur toi. Hein. Enfin, franchement, j'écoute parler depuis tout à l'heure. Faut avoir un peu d'humilité. Ouais, mais... Et le site, il deviendra ce qu'il deviendra. S'il y a quelqu'un qui veut le reprendre, je l'offrirai avec plaisir. De toute manière, il coûte rien puisqu'il est à toi. Il est à moi. Ton plus grand regret, si tu devais recommencer quelque chose, tu dis ah putain, ça je le ferais pas. Ce serait quoi? Au point de vue professionnel, je regrette absolument rien. Ok. Au point de vue personnel, pas grand-chose non plus. J'ai pas de regrets particuliers. Okay. Et si tu avais un message à faire passer aux acteurs de la filière visuelle et au public qui nous regarde, ce serait quoi? Ils sont juste là. Travaillons ensemble. Alors, ne pas la main dans la main, ça, c'est un peu ridicule. Mais oui, travaillons ensemble. On n'est pas des ennemis. On peut collaborer et faire des choses bien, comme on le fait déjà depuis pas mal d'années. Okay. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. Merci, chers spectateurs, de nous avoir regardés. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vos yeux, hein. C'est très important. À bientôt. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.